ce début du mois de septembre marqué par les rentrées scolaires et universitaires sur le point DIAF TV. Après plusieurs semaines d'absence, nous sommes de retour pour vos programmes en cette rentrée 2020. Et comme menu cet après-midi sur votre émission Le Point DIAF TV, la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui on est de plus en plus interpellé par la situation au Mali, le pays des idiots d'Oba ne cesse de défrayer la chronique après la troisième candidature qui est contestée de son président actuel, le président sortant, Alassane Ouattara. Chers téléspectatrices et téléspectateurs de DIAF TV, pour commenter et décrypter pour vous cette émission, nous avons l'honneur d'avoir donc de l'autre côté, n'est-ce pas, de Paris, parce qu'il faut bien que nous respections en ce moment toutes les mesures barrières, les mesures qui sont dictées, n'est-ce pas, par tous les experts pour tout ce qui est santé publique. J'ai donc l'honneur, chers web téléspectatrices et téléspectateurs de DIAF TV, de commenter pour vous cette actualité avec Louis Magloire Kemayou. Louis Magloire Kemayou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce point DIAF TV. Bonjour. Alors, Louis Magloire, c'est un fait, hein, un fait d'actualité en Afrique assez marquant, qui ne cesse d'enfler depuis quelques semaines, depuis où Alassane Ouattara a confirmé son troisième mandat, très contesté en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Au moment où je vous reçois sur DIAF TV, en cette rentrée 2020, il a été reçu par son homologue français, Macron, Emmanuel Macron à l'Élysée. Un premier commentaire sur ce séjour assez particulier quand même d'Alassane Ouattara à Paris. Ben, tout d'abord, sur le mandat, certains parlent de troisième mandat, d'autres parlent de premier mandat de la Troisième République. Donc déjà sur le terme lui-même, sur le numéro du mandat, tout le monde n'est pas d'accord. Mais une chose est certaine, c'est que cette rencontre à l'Élysée confirme dans l'esprit de beaucoup de personnes le fait que la politique ivoirienne se joue pour beaucoup encore au niveau de la France et plus précisément au niveau de l'Élysée. Le premier président de la Côte d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny, Félix, avait été député puis ministre dans la 4e République avant de devenir président en Côte d'Ivoire. Donc c'est lui qui a même créé ce terme de France-Afrique qui aujourd'hui fait énormément de débats dans les relations entre la République française et ses anciennes colonies sur le continent africain. Pour revenir au sujet, on a entendu beaucoup d'appels de la part des leaders de la politique ivoirienne qui poussaient le président Macron à se prononcer sur ce troisième mandat d'Alassane Ouattara qui est considéré par ses soutiens comme le premier auquel il va postuler dans le cadre de la Troisième République, qui a eu un changement de constitution. Et il est déplorable qu'au bout de 60 ans d'indépendance, puisque c'est le 7 août que la Côte d'Ivoire a célébré les 60 ans de son indépendance, il est dommage qu'après ces 60 ans, les acteurs, de façon unanime, s'entendent pour que ce soit au niveau de la France que l'on valide et invalide une candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est dommage, véritablement. Mais Louis Magloire, les arguments avancés, n'est-ce pas, par Alassane Ouattara sont clairs. Il parle de la nécessité, d'ailleurs, d'une espèce d'indispensabilité pour la sécurité de son pays. Et surtout quand on sait qu'à côté, au Mali, le pays est très très menacé par des groupes djihadistes qui ont d'ailleurs abouti au limogeage de Ibeka, qu'on a tous suivi. Est-ce que c'est un argument important pour vous, la sécurité donc, de la zone de l'Afrique de l'Ouest, avec un acteur majeur comme lui? Non, je pense qu'il faut pas, on peut toujours trouver des arguments pour justifier des choses qui sont injustifiables. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, à partir du BIMA, qui est la base militaire française en Côte d'Ivoire, permet d'alimenter les troupes françaises en éléments qui peuvent se déployer rapidement sans partir depuis le territoire français. Le Gabon joue à peu près exactement le même rôle, Djibouti joue à peu près le même rôle aussi,
Donc, je pense qu'on ne peut pas utiliser cet argument pour dire que parce qu'on est utile à la sécurité en Afrique de l'Ouest, on doit rester au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait de la continuité de l'État dans ce cas? C'est-à-dire que les engagements qui sont pris doivent être tenus par tous les dirigeants qui arrivent au pouvoir, parce que ces engagements n'ont pas été pris par des personnes, mais pris par des autorités. Et quel que soit le nom ou la tête des personnes qui ont pris les engagements, ces engagements se poursuivent dans le temps jusqu'à ce qu'ils soient récusés. Or, dans le cas de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas l'impression que parce que Alassane Ouattara ne sera pas candidat, tous les arguments, tous les engagements qui ont été pris par l'État de Côte d'Ivoire vont être revus, voire annulés. Donc, je crois que c'est un argument qui est fallacieux pour se présenter à un troisième mandat. Maintenant, la politique interne de la Côte d'Ivoire, elle ne regarde que les Ivoiriens. La Cour constitutionnelle va se prononcer d'ici le 15 septembre, il me semble, pour valider ou invalider les candidatures. On sait déjà à peu près que celle de Laurent Gbagbo et celle de Guillaume Soro ne seront pas validées. Donc, on aura affaire à un combat des titans au sein du RHDP vraiment diminué parce que il y a beaucoup de leaders au sein de cette coalition qui ont quitté le navire. Et donc, on va avoir affaire aux deux plus gros poids lourds du RHDP, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, qui seront candidats à cette élection présidentielle et qui seront probablement les deux qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Mais alors, avant qu'on entre donc dans le vif du sujet que vous avez déjà abordé, Louis Magloire, est-ce que c'est une première? On a bien vu dans d'autres pays autrefois, notamment aux États-Unis, les présidents faire un mandat de plus. Mais qu'est-ce qui fait vraiment problème si M. Ouattara garantit cette sécurité et surtout le bien des populations ivoiriennes et puis de la sous-région? Qu'est-ce qui fait pour vous vraiment problème? Puisque ce n'est pas une première dans l'histoire des démocraties mondiales. On a vu aux États-Unis avec Roosevelt. On a vu également au Cameroun, n'est-ce pas, un président qui s'était mis au pouvoir en disant que c'est pour garantir la sécurité. Qu'est-ce qui fait problème dans le cas d'Alassane Ouattara? Non, dans le cas d'Alassane Ouattara, tout d'abord, je pense que comparaison n'est pas raison. Roosevelt était dans un contexte bien particulier. Alassane Ouattara est dans un contexte tout aussi particulier. S'il pouvait garantir la sécurité de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens et des biens, à la fois les biens et les personnes, cela se ferait. Le simple fait qu'il ait annoncé qu'il sera candidat soit à un troisième mandat, soit au premier mandat de la Troisième République, a déclenché une série de manifestations aujourd'hui qui ont causé des morts. Que ce soit à Daopo ou à Benoît, on a remarqué qu'il y a eu des morts. Donc, s'il est candidat pour assurer la sécurité et la paix, je pense que le pari est perdu d'avance. Maintenant, est-ce que les Ivoiriens et la Cour constitutionnelle, à commencer par elle, vont suivre Alassane Ouattara dans ce qu'il a dit? Là est toute l'interrogation. Si la Cour constitutionnelle joue son rôle et si les Ivoiriens votent pour lui, il n'y aura pas grand-chose à ajouter. Mais je crois qu'aujourd'hui, le débat va beaucoup plus loin que le simple fait de faire des déclarations d'intention ou de faire des promesses électorales qui n'engagent que ceux qui y croient. Alors, je vais donc revenir sur ce séjour d'Alassane Ouattara. Comment l'interprétez-vous? Est-ce un séjour pendant lequel il va demander l'onction de son homologue français? Comment l'interprétez-vous? Ou alors il est juste venu expliquer, n'est-ce pas, à son homologue très clairement pourquoi il candidate pour une troisième fois à la présidence de son pays, sans pour autant attendre de son homologue une quelconque onction, un quelconque soutien. Quel commentaire faites-vous de cette présence, du point de vue de ces deux réflexions qui se dégagent de plus en plus dans l'opinion publique ivoirienne et même l'opinion internationale? Tout d'abord, je suis revenu sur le fait que le premier président de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Félix Houphouët-Boigny, avait été à la fois député, ministre de la 4e République, puis de la 5e République, avant de devenir président de la Côte d'Ivoire. Donc c'était un Français, un dirigeant, un homme politique français qui venait se recycler en Côte d'Ivoire en tant que président de la République.
cela a créé des liens assez particuliers entre la Côte d'Ivoire et la France pendant de très nombreuses années. Je pense qu'on ne peut pas accuser Alassane Ouattara d'être un francophile et surtout un France-africain dans le sens qu'on a développé pendant de nombreuses années sous François-Xavier Verschav, qui était celle d'entretenir des liens très étroits et quasi incestueux entre les élites françaises et les élites africaines. Alassane Ouattara ne l'a pas été dès le départ. En revanche, quand son ami de longue date, Nicolas Sarkozy, est devenu président de la République, il a tout fait pour que Alassane Ouattara le devienne aussi, qu'il devienne président de la République dans son pays, et il a tout mis en œuvre pour que cela se réalise. Donc Alassane Ouattara est perçu dans l'opinion, à la fois en Côte d'Ivoire et sur la scène politique africaine, comme un président qui doit son élection et son maintien au pouvoir au soutien que lui ont apporté ses amis français. Il ne s'est pas départi de cette image-là d'un président qui ne doit sa légitimité qu'à la France. Et s'il vient en France pour rencontrer Emmanuel Macron, dont le rapprochement avec Nicolas Sarkozy ne fait plus l'ombre du moindre doute, c'est que quelque part, il voudrait à la fois montrer à son opinion en Côte d'Ivoire qu'il reste aujourd'hui l'homme de la France en Côte d'Ivoire, et puis également montrer à ses partenaires africains que même si cela ne leur convient pas, le soutien le plus important sur lequel ils ont pour se présenter ne l'a pas lâché, c'est la France. Et c'est vraiment dommage, encore une fois, que sur la scène politique africaine, on ait ce genre de comportement-là au bout de 60 ans. Ça ne se voit plus dans les pays anglophones, ça ne se voit plus dans les pays lusophones, ça ne se voit pas non plus dans les pays du Maghreb. Et je pense que l'Afrique francophone, de ce point de vue, et la Côte d'Ivoire en particulier, représente un anachronisme sur la scène politique africaine. Alors, si on vous a bien compris, l'onction que serait venu chercher le président Alassane Ouattara en France lui sera donnée. L'Élysée n'a pas communiqué là-dessus. Il y a eu une communication. Oui, je veux avoir votre opinion personnelle là-dessus. Mon opinion, c'est que le président Ouattara... C'est ce qu'on a compris, hein, vous l'avez donné. C'est-à-dire, je voulais juste que vous confirmiez. On a, en vous lisant, en vous écoutant, l'impression que vous confirmez que venu à Paris, c'était pour effectivement recevoir cette tension, ce soutien de ses pairs français, qui l'ont déjà d'ailleurs amené au pouvoir. Ben, je crois qu'il faut voir deux choses très précises. La première, c'est que le président Ouattara voulait sa photo sur le perron de l'Élysée avec le président français Emmanuel Macron. Il l'a eu. Est-ce qu'il a eu un soutien franc et ferme d'Emmanuel Macron? Je n'en suis pas sûr. Parce que pour l'instant, il n'y a eu aucun communiqué public de l'Élysée relatant ce qui a été dit pendant ce déjeuner. Donc, je pense que c'est un soutien assez timide de la part de la France. Et encore une fois, si on est dans un pays souverain, on n'a pas besoin d'avoir ce soutien-là pour être candidat dans son pays. On est d'abord candidat pour les Ivoiriens, on est candidat pour répondre à la fois devant ces soutiens politiques ivoiriens et devant tout le peuple ivoirien, qu'une fois investi et éventuellement élu, c'est aux Ivoiriens qu'il aura des comptes à rendre. C'est pour les Ivoiriens qu'il travaillera. Donc je pense que le choix qu'il a fait de venir à Paris chercher une image, une photo qu'il utilisera pour sa campagne, il est maladroit, il a été obtenu. Après, maintenant, c'est lui qui saura ce qu'il en fera et c'est à l'opinion publique ivoirienne de savoir ce qu'elle en fera également. Alors, Lumagouar, on ne saurait parler de Ouattara à Paris sans évoquer son ancien allié d'hier, Guillaume Soro. Est-ce qu'on pourrait donc aujourd'hui convenir que la réception à Paris de Ouattara est un échec de quelques stratégies de Guillaume Soro à faire infléchir Paris dans son rapport à Ouattara depuis qu'il a décidé de mettre de côté tous les éventuels candidats sérieux à la présidentielle? Est-ce que c'est un échec pour Guillaume Soro aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pourrait lire cet accueil de Ouattara à Paris, sachant que Guillaume Soro, qui vit à Paris depuis 9 mois, y est et essaie de tout faire
pour peser de son poids sur la politique, sur les rapports entre Alassane Ouattara et l'Élysée? L'échec de Guillaume Soro, c'est pas d'empêcher que Alassane Ouattara soit soutenu ou reçu à l'Élysée. L'échec de Guillaume Soro, c'est d'avoir démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale, parce que quand on regarde de façon rétrospective ce qui s'est passé ces 6 derniers mois en Côte d'Ivoire, on se dit qu'il aurait pu avoir une chance d'être candidat à la présidentielle et de porter les couleurs justement du RHDP version Alassane Ouattara, parce que le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly avait été choisi pour qu'il y ait renouvellement de la classe politique. Euh, il n'était pas très jeune, il était malade, cependant c'était le choix d'Alassane Ouattara. Quand il est décédé, cela a rebattu toutes les cartes. Et donc, en rebattant les cartes, il y avait toutes les chances que Guillaume Soro, qui était président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire deuxième ou au pire troisième personnalité au sein de l'État, puisse compétir, parce qu'il a fait partie du RDR et qu'il était en très bonne position pour être le candidat du RHDP si véritablement le président Ouattara voulait que ce soit une chance pour la jeunesse de reprendre le flambeau après les événements de 2010 et après, surtout, que tous les dinosaures qui ont été la cause de la crise post-électorale de 2010, que l'éventualité de les remplacer soit véritablement sur la table. Donc, je pense que la première défaite de Guillaume Soro a été de démissionner par lui-même de la présidence de l'Assemblée nationale. Le reste n'est que littérature. D'accord. Alors, Lumabo, encore quelques questions pour ce point Diaf TV, n'est-ce pas? Comme je le rappelle, c'est juste un point de quelques minutes pour commenter une actualité brûlante en Afrique. Est-ce qu'on pourrait, à vous écouter, convenir que décidément, dans certains pays de ces anciennes colonies de France, il n'y a presque pas de lueur d'espoir de voir un leader construire un second qui le remplacerait sans qu'il ait des velléités de revenir au pouvoir? C'est un peu le cas de ce pays que nous avons en commun, le Cameroun, où effectivement on ne voit toujours pas de leader éclore, germer. En Côte d'Ivoire, le leader, le second de M. Ouattara, décédé, laisse penser qu'il n'y a jamais eu de préparation véritable d'un remplaçant véritable de M. Ouattara, qui aujourd'hui se prend pour, visiblement, à vous écouter, d'un dieu irremplaçable. Sommes-nous définitivement condamnés en Afrique centrale, en Afrique francophone? Non, c'est-à-dire replaçons les choses dans leur contexte réel. Il n'y a pas de leader qui ait la capacité et toute la lucidité de choisir son successeur. Dans toutes les démocraties dignes de ce nom, c'est au sein de la machine politique que le choix s'opère. Et quand vous voyez le déchirement qui a suivi la mort de Amadou Bon Coulibaly et les départs qu'il y a eu, que ce soit par rapport au vice-président Tablan Duncan ou par rapport au ministre des Affaires étrangères qui a démissionné pour se présenter lui aussi comme candidat à l'élection présidentielle, ce ne sont pas les candidats à la candidature qui manquent. Dans un pays de 25 millions d'habitants, comme en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'il manque de prétendants au poste de président de la République. Donc, c'est un faux débat de dire que si Amadou Bon Coulibaly, qui était le candidat désigné, est décédé, il n'y avait pas d'autre choix que de se rabattre sur Alassane Ouattara. Il y a toujours suffisamment d'hommes pour reprendre le flambeau. Et si le président Ouattara estime que le parti est incapable de choisir parmi les différents membres du bureau politique, voire parmi les militants du parti, un successeur qui soit à la hauteur, c'est que véritablement ce parti a échoué dans la sélection et l'élévation de ces cadres. Regardons juste dans le Niger, qui est un pays voisin, le président Issoufou a décidé de quitter ses fonctions au bout de 2 mandats. Et avant de partir, le parti a organisé un congrès qui a permis de choisir les candidats qui reprendraient le flambeau après Mohamedou Issoufou pour défendre les couleurs du parti. Cela n'a pas été un psychodrame, heureusement. Il n'est ni vieux ni malade,
Donc, il va concourir pour le compte du parti de Issoufou, et c'est tant mieux, j'insiste. Mais si dans les autres pays francophones, on a l'impression qu'il y a un homme providentiel qui doit être candidat, sinon sa famille politique va perdre à l'élection présidentielle, je pense que c'est pas ça véritablement respecter les règles du jeu démocratique en politique. Donc en gros, si on vous a compris, la France n'est toujours pas intervenue dans le choix des dirigeants de toutes ces anciennes colonies. On a dans le cas du Niger, où vous semblez dire que les choses se passent très très correctement. Non, la France intervient là où on lui laisse la place pour intervenir. La preuve, en Côte d'Ivoire, ce sont tous les dirigeants politiques, ce sont tous les leaders qui s'entendent pour demander que la France vienne jouer un rôle d'arbitre qu'elle n'a plus à jouer 60 ans après les indépendances. Donc, je crois que si les hommes politiques africains étaient lucides, étaient suffisamment sereins par rapport à leur capacité à mobiliser les foules, à vivre leur vie politique et à animer l'autonomie qu'ils ont obtenue il y a 60 ans. Si tout cela était vrai, on ne serait plus en train de se demander ce que pense la France ou ce que ferait la France si jamais un candidat se présentait ou pas. Le problème, l'anomalie aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec une classe politique qui reste très extravertie et très dépendante de la volonté de la France. Alors, je ne saurais ne pas vous poser la question sur ce qui apparaît tel un silence. Tel un silence donc des grands médias internationaux face à, on va dire, au piétinement, au mépris des lois et droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Vous avez tout à l'heure évoqué donc ces assassinats à la suite de la déclaration de la candidature pour ce troisième mandat d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce silence de ce qu'on peut appeler les médias mainstream sur cette situation en Côte d'Ivoire, quand on sait que dans d'autres contextes, dans d'autres cas, on les a vus tambouriner à longueur de journaux, à longueur de titrades, toujours dans l'intérêt donc de ce qu'on peut appeler une bien-pensante. Encore une fois, je suis pour que ce soit les opinions qui fassent leur travail de façon endogène. La démocratie ne s'importe pas. La démocratie n'est pas une école dans laquelle certains pays sont plus avancés. Ils sont des instituteurs face à d'autres qui sont des élèves. La Côte d'Ivoire est un pays entièrement indépendant. Ça fait 60 ans que ça dure. J'espère que ça durera encore plus longtemps. Mais il y a des médias en Côte d'Ivoire. Ces médias se prononcent. La plupart des médias en Côte d'Ivoire ont une couleur. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui soutiennent Alassane Ouattara, il y en a d'autres qui soutiennent Conan Bédié, il y en a qui soutiennent d'autres partis, qui soutiennent par exemple l'ancien président Laurent Gbagbo. Donc tout cela fait que quand vous confrontez cette presse, ce n'est pas l'électrocardiogramme plat. Ils en parlent, ils en débattent, ils défendent des points de vue qui sont ceux des partis dont ils se reconnaissent. Et si au niveau de l'opinion internationale, on estime que c'est un non-événement, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que les Ivoiriens considèrent que c'est un événement politique et que cet événement politique doit être présenté aux opinions de la façon la plus claire et la plus limpide possible pour qu'ils se fassent à leur tour leur opinion. Après, si la presse internationale se saisit de la question et en fait un événement, ce ne sera que du bonus. Mais je pense que ce n'est pas l'opinion internationale ou la presse internationale qui fait la pluie et le beau temps sur la scène politique en Côte d'Ivoire comme partout ailleurs sur le continent africain. C'est ce qui se passe, mais ce n'est pas ce qui devrait se passer. D'accord. Je voudrais déjà profiter d'une similitude pour nous amener vers un dernier sujet donc, de ce point de vue TV. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une similitude entre la présence de M. Paul Biya il y a quelque temps à Paris et celle de Alassane Ouattara? Oui, il y a très clairement une similitude. L'un est venu expliquer où il en était par rapport au dialogue sur la crise dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont considérées comme des régions anglophones au Cameroun et qui sont aujourd'hui dans une crise ouverte avec le reste de la République. Et ça, c'est pour le cas du président Biya. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est par rapport à cette candidature qui est soit la troisième candidature
le président Ouattara soit la première de la Troisième République. Et encore une fois, on se retrouve dans un cas de figure où des dirigeants qui ont plus de 70 ans viennent aujourd'hui presque quémander à la fois l'onction et surtout aller au rapport par rapport à un président beaucoup plus jeune qu'eux. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus ce sens de la dignité lié à la fonction et à l'âge de ces dirigeants politiques. C'est le lien qu'on a que je trouve entre les deux visites. Alors, donc aussi, tout à l'heure, vous parliez de l'opposition ivoirienne. Vous pensez vraiment qu'elle fait montre de beaucoup plus de pertinence dans sa façon de se mobiliser? Vous ne la trouvez pas suffisamment faible comme ça face à la machine Alassane Ouattara aujourd'hui? Même si elle était faible, elle continue de jouer son rôle. Vous voyez qu'il y a des manifestations. Ces manifestations ne sont pas toujours très contrôlées, mais je crois que l'opposition joue son rôle. En revanche, ce que je constate, c'est que cette opposition est quand même à peu près sur le même logiciel que le président Ouattara lui-même, c'est-à-dire le logiciel qui consiste à dire que l'opinion des Ivoiriens peut compter juste pour qu'on ait les chiffres qui permettront de dire que le président a été élu, mais dans le fond, on constate que la tendance lourde sur la scène politique ivoirienne, c'est que ce soit Paris qui soit l'arbitre du jeu, et c'est dommage. Mais alors, justement, je voudrais titiller encore sur ce point. Vous comprenez très bien que je voulais ici faire allusion aux candidats de l'opposition qui ne sont pas très loin du point de vue de l'âge arithmétique de M. Alassane Ouattara. Est-ce qu'elle montre finalement d'une certaine pertinence en matière de rajeunissement de tout ce qu'on peut souhaiter comme nouvelle génération en politique? C'était ça ma question en fait, si vous voulez. On voit Alors, que Bédier sera candidat. On comprend également que Gbagbo veut être candidat. Ils n'ont presque tous pas pu préparer une espèce de second ou on va dire, de remplaçant. non, je crois que limiter le jeu politique à des acteurs qui peuvent être aujourd'hui considérés comme des dinosaures, c'est insulter la réalité socio-démographique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays africains, a une pyramide des âges qui est très élargie à sa base, et cette base-là est constituée de jeunes qui ont moins de 35 ans aujourd'hui et qui sont le socle principal de la démographie en Côte d'Ivoire. Et si on n'accorde pas suffisamment de confiance et pas suffisamment de place à cette jeunesse, c'est insulter l'avenir. Tous nos pays ont dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais si vous n'utilisez pas le fer de lance de la nation, il va se rouiller. Si vous l'instrumentalisez dans vos batailles politiques, si vous estimez que les jeunes ne sont bons qu'à être de la chair à frapper pendant les manifestations, qu'ils sont des personnes qui peuvent être sacrifiées dans les conflits, comme on l'a vu en 2010, ce conflit dont tout le monde dit qu'il a fait 3000 morts, mais je ne sais pas sur quelle base on évalue les 3000 morts, si c'est uniquement les morts qui sont liés au camp, à un camp politique ou à un autre, mais le fait est que la jeunesse africaine et la jeunesse ivoirienne de façon générale aspire à mieux. Elle aspire pour moi à être considérée comme un acteur sérieux de la scène politique. Et si le président Ouattara lui-même a exprimé cette volonté de passer le flambeau, puis est revenu sur sa promesse, c'est qu'il comprend bien qu'il y a une nécessité aujourd'hui de considérer les jeunes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des acteurs à part entière de la politique en Côte d'Ivoire. Et donc, à partir du moment où ils sont des acteurs à part entière et que le renouvellement de la classe politique dans ce qu'on appelle aujourd'hui simplement l'alternance est une nécessité absolue, je pense qu'il est nécessaire pour ces acteurs-là de s'effacer pour laisser les jeunes eux-mêmes envisager leur avenir, parler en leur propre nom et travailler pour l'avenir de la Côte d'Ivoire qui est devant eux. C'est pas avec ces vieux-là qui ont déjà fait leur vie politique et qui ont leur vie politique derrière eux qu'on fera des miracles en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il faut être raisonnable de ce point de vue-là et même si on trouve un Guillaume Soro qui est relativement jeune, mais qui a encore des attitudes france-africaines dans sa manière de se comporter en venant en France chercher le soutien ou fragiliser la position du président Ouattara, même si on a ce genre de dérive qu'on peut encore remarquer,
il est utile aujourd'hui sur la scène politique de donner leur chance aux jeunes pour qu'ils prouvent de quoi ils sont capables, parce que c'est leur pays et ce sont eux qui paieront tout le prix, à la fois par rapport à la dette et par rapport aux décisions qui sont prises par ces personnes-là qui sont aujourd'hui sur la scène et qui sont presque toutes déjà très âgées et donc des dinosaures. Bien, merci donc Lumara Kamayo, ce sera donc le mot de la fin. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons donc prochainement à votre même place Abdelaziz Bondé qui nous fera un point à l'événement auquel vous avez pris part, n'est-ce pas, l'invitation du tout nouvel ambassadeur du Cameroun à Paris, qui se positionne comme le super ambassadeur qui est venu rassembler les Camerounais. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir.